Et maintenant, on poursuit notre série sur l'intelligence collective avec notre coach et spécialiste Cécile Arnold. Bonjour Cécile. Bonjour Maude. Donc, dans ta dernière chronique, Cécile, tu nous as brillamment démontré que face à un monde complexe, la force d'une organisation réside dans sa capacité à mobiliser l'intelligence de tout son collectif. Tu nous avais aussi laissé avec une question, à savoir quel est le rôle du ou de la gestionnaire dans tout ça. Et là, c'est ça que tu vas aborder avec nous aujourd'hui, j'imagine. Exactement. Effectivement, dans la dernière chronique, j'avais précisé que l'intelligence collective, elle se crée pas par magie, que ça prend des ingrédients, la sécurité psychologique, l'écoute, l'objectif, un cadre clair. Puis quand on parle de cadre, on parle de leader, on parle de leaduse. Parce que pour que l'intelligence collective transforme les équipes, elle va aussi transformer le leadership, quelque part. Oui, ben là, dans ce cas-ci, dans la transformation du leadership, on parlerait de quel genre de changement? On va parler d'un changement finalement où avant le leader, il était très fort techniquement, c'est celui qui savait quoi faire, qui connaissait la situation, qui l'analysait, qui prenait les décisions. Aujourd'hui, tu l'as dit au début, là, les organisations évoluent dans un environnement qui est super complexe, ce qui fait qu'une personne n'a plus toute la connaissance. C'est plus le DG qui sait tout ce qui se passe dans l'entreprise puis qui peut prendre les décisions pour tout. Fait que il va y avoir une évolution à ce niveau-là. Mais avant d'en parler, je voudrais juste qu'on revienne sur les différents styles de leadership, juste pour qu'on comprenne bien cette évolution-là. Oui, parce que moi-même, je pourrais pas dire que je les connais, les différents types de leadership. Donc, je te laisserai aller avec le premier. Oui, le premier, c'est le plus traditionnel. C'est celui qu'on retrouve dans les entreprises de manière généralisée, même encore aujourd'hui. C'est celui qu'on appelle le leadership autocratique ou directif. C'est simple, on l'entend bien, directif, autocratique. Le leader centralise, il a le pouvoir, c'est lui qui prend les décisions tout seul. Alors, je veux pas critiquer ce leadership-là, il est super important quand il y a des situations critiques, des situations d'urgence et quand les choses sont super stables. Mais dès que vient le temps de demander des idées aux équipes, on voit bien qu'ils laissent pas la place aux idées et donc il n'y a pas place à l'intelligence collective dans ce modèle-là. Non, on peut très bien imaginer. Donc ça, c'est une forme de leadership. Ouais. Si on pense à l'autre extrême, est-ce qu'il y en a une extrême de ce leadership-là? Exact. À l'autre extrême, on a le leadership du savoir-faire ou qu'on appelle aussi le leadership délégatif. Dans celui-là, le leader, il a une vision, il la communique à son équipe, puis ensuite, il laisse son équipe faire ce qu'elle veut, prendre ses décisions. On pourrait se dire, waouh, ça, c'est génial pour l'intelligence collective, parce que les gens sont super autonomes, ils peuvent développer leurs propres idées, mais en fait, qu'est-ce qui manque? C'est un cadre. Et le cadre va faire que, justement, les choses sont trop floues. Il peut y avoir des conflits qui apparaissent parce que, quand tout le monde veut prendre des décisions au sein d'une équipe, il suffit que tu aies deux personnalités fortes, ça marche pas. Ça se peut également, qu'il y ait deux idées qui partent, les deux équipes se mettent à travailler dessus, puis ça se rejoint jamais en haut. Fait qu'on voit bien que là encore, c'est une somme d'individus qui vont travailler ensemble, puis on n'est encore pas dans l'intelligence collective à ce niveau-là. Oui, parce que les gens ne se rejoignent pas nécessairement à travers tout ça. Là, tu en as nommé deux. Ça serait quoi les autres types de leadership qui existent? Alors, les deux autres, c'est celles qui sont les plus importantes par rapport à l'intelligence collective. C'est le leadership transformationnel ou le leadership de coach, où là, le coach le leader, je confonds les deux mots parce que le leader, la leaduse va agir comme un coach. Okay. Il va donner la vision, il va mobiliser les équipes, donc faire de la motivation, mais il va surtout les aider à développer leur potentiel. Ce que c'est génial pour ça, c'est pour l'engagement, l'innovation, la responsabilisation. Mais là encore, il y a un petit défaut, c'est que parfois les équipes, elles ont de la difficulté à passer de la stratégie aux actions concrètes. OK. C'est un peu le pendant de celui-là. Puis la dernière, et là on va vraiment voir émerger l'intelligence collective, c'est le leadership participatif. Déjà, le nom l'indique, participatif, on va faire participer les gens. Dans ce modèle-là, le leader, la leaduse, il va consulter l'équipe, il va encourager les échanges, il va impliquer les personnes concernées dans les décisions. C'est plus lui qui prend les décisions tout seul. Fait que on voit déjà qu'il y a quelque chose qui se crée puis qui va émerger des choses et des idées qui viennent de l'équipe parce que
Dans ce cas-là, les décisions, elles bénéficient d'une diversité de points de vue. Par contre, elle a un énorme inconvénient, c'est que ça prend énormément de temps. C'est créer le consensus entre 10, 12 personnes, c'est long. Fait que le leader va quand même falloir qu'il navigue de temps en temps entre ces différents styles de leadership. T'sais, si t'es qu'un leader participatif, c'est super pour l'intelligence collective et créer l'innovation, mais à un moment donné, il va peut-être falloir que tu sois directif pour faire avancer. Ben oui, parce que ça peut être long. Mais on voit quand même que les deux derniers, c'est les deux modèles qui favorisent l'intelligence collective parce que justement, il va remettre de la diversité, il va remettre la diversité des perspectives qui vont contribuer en fait à la construction des nouvelles idées et donc à l'innovation. Ben oui, puis ça me parle beaucoup là, comme type de gestion, mais après j'imagine que pour être un genre de leader comme ça qui est peut-être moins conventionnel, ça doit demander des compétences différentes de celles qu'on attendait peut-être autrefois d'un gestionnaire. Ouais, effectivement, tu sais dans l'ancien, j'ai envie de dire l'ancien temps, mais en vrai, c'est encore le temps d'aujourd'hui parce que c'est quand même le leader qu'on retrouve le plus. Tu sais, le leader directif, il avait le pouvoir de guider l'équipe. Son rôle, c'était ça, c'était guider l'équipe, lui dire quoi faire, lui dire comment faire. Tu sais, on promulguait à l'époque les meilleurs techniciens. Tu sais, le meilleur ingénieur devenait directeur de l'ingénierie, le meilleur vendeur devenait le directeur des ventes. C'était des experts. Puis aujourd'hui, tu sais, à cette époque-là, ce qu'on demandait au leader ou à la leader, c'était vraiment des compétences centrées sur elle, la confiance en elle, le fait d'être capable de gérer son propre stress, d'avoir une bonne communication, tu sais, directe, assertive, tu sais, mais et surtout capacité à prendre des décisions, puis avoir un sens de l'organisation parce que c'est lui qui distribuait le travail. Tu sais, donc c'était ça son rôle. C'est des compétences qui sont tout à fait encore actuelles en termes de gestionnaire, là, de gestion. Mais j'imagine qu'on peut être aussi un excellent professionnel et ne pas nécessairement être un excellent leader ou gestionnaire. Donc, ça serait quoi, selon toi, les compétences dont les gestionnaires ont besoin aujourd'hui? Alors, on le voit souvent, d'ailleurs, des experts qui sont pas forcément les meilleurs gestionnaires. On le croise tous les jours dans les entreprises parce qu'effectivement, les compétences du leader d'aujourd'hui sont pas exactement les mêmes. C'est beaucoup plus des soft skills, tu sais, comme on les appelle en anglais. Je saurais pas comment traduire réellement le mot, tu sais, compétences douces en français. Ça a l'air un peu bizarre. mais on voit l'idée, tu sais, ça va s'appuyer sur quoi le leader d'aujourd'hui va s'appuyer sur l'écoute active et l'empathie, tu sais, qui permet de comprendre plutôt que de donner des réponses. Ça, c'était le premier point. L'humilité, reconnaître tout simplement que, j'ai pas toutes les réponses, puis les bonnes idées, elles peuvent venir d'ailleurs que de moi. Tu sais, simplement avoir ce positionnement-là, ça demande de l'intelligence émotionnelle puis de la vulnérabilité. La vulnérabilité au bon sens du terme, qui est s'offrir tel que l'on est, s'assumer tel que l'on est. Ça rejoint un peu l'humilité par certains côtés. Mais ça permet quoi? Ça permet de comprendre ses émotions à soi, mais aussi celles des autres. Puis ça crée la relation de confiance et l'espace sécuritaire, tu sais, dont j'ai parlé dans la première chronique, qui est si importante pour faire émerger cette intelligence collective. Puis le rôle du leader, il va passer d'un rôle qui était très directif à un rôle finalement de facilitateur. C'est ce qui veut dire que ses grandes forces, ça va être d'animer des discussions, de gérer justement les conflits, puis d'être capable de gérer les divergences pour au contraire rendre quelque chose de constructif, et de permettre à chacun de contribuer. Donc aussi d'aller chercher, celui qui parle pas beaucoup là dans le coin, puis qui a peut-être la meilleure idée de l'équipe. C'est ça son rôle. Fait que ça va passer par quoi? L'art du questionnement, être capable de poser les bonnes questions quelque part, et puis sa capacité, comme je le disais, à créer un climat de sécurité psychologique, parce qu'une équipe, si elle n'a pas la sécurité, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux être le meilleur leader, tu peux avoir de l'écoute active, de l'humilité, etc., mais il se passera rien, parce que si quelqu'un a peur d'être jugé ou d'avoir des représailles, tu sais, on dit souvent que ce genre de peur-là, c'est comme de mourir quelque part. Fait qu'elle se prononcera jamais parce que personne ne veut mourir, tu sais. Non, non, effectivement, c'est comme ça. Mais ce qui est quand même frappant, je trouve, dans ce que tu dis, c'est que toutes les compétences que tu as nommées, c'est avant tout des compétences humaines.
C'est même pas technique, c'est pas universitaire, c'est pas didactique. Non, exactement. Puis c'est pour ça que justement on parle d'une grande transformation du leadership. Si on compare vraiment ces deux approches, dans le leadership traditionnel, on voit bien que le leader, il est centré sur lui-même. On parle de sa confiance en elle, sa capacité à gérer des risques, sa capacité à prendre des décisions, à contrôler, à apporter des réponses. À l'inverse, dans le leadership participatif, le leader, il se donne quelque part, il laisse la place aux autres et ses compétences, elles sont centrées sur les autres finalement. Finalement, le leader, la leaduse d'aujourd'hui, c'est plus celle qui décide. Elle peut décider, et il faut qu'elle décide quand même parfois, mais elle ne fait pas que ça. Elle va bien plus loin, elle va créer les conditions pour que puissent émerger les meilleures idées et surtout l'innovation. C'est magnifique, tout ce que tu dis. Après, je suis pas sûre qu'au HEC, ça fait encore partie du cursus d'apprendre ces compétences-là. Donc, comment on peut devenir un leader participatif? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, étonnamment, au HEC et dans les études d'aujourd'hui, pour les jeunes qui vont devenir des leaders de demain, il y a des parcours et on travaille ces compétences-là. Mais c'est vrai que la majorité aujourd'hui des gestionnaires, sont des personnes qui n'ont pas étudié dans ces domaines-là, dans le management. Fait qu'il faut... ça s'apprend quelque part. Puis ça s'apprend pas. C'est comme entre les deux. Il y a une partie de compétences acquises, puis il y en a qui se développent. Ouais, mais ça s'apprend parce qu'il y a des formations en leadership. On en voit passer partout. Moi, j'en donne. Ben oui. Mais là où je dis que ça s'apprend pas, c'est parce que c'est pas des formations techniques. On va pas t'expliquer comment on fait de l'écoute active. Il y a pas de recette pour l'écoute active. C'est pas ouvre tes oreilles puis Non, on va travailler sur qu'est-ce qui te fait peur à être dans l'écoute active. Qu'est-ce qui te bloque à y aller? Parce que souvent, c'est ça qui se passe. Fait qu'on va aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça qu'on va travailler sur la posture du leader beaucoup plus. Ouais. Comment on fait pour donner confiance dans les gens? Comment on fait pour écouter? Comment on fait pour créer un cadre sécuritaire, etc., etc. Donc c'est pour ça que souvent cette formation-là, elle s'accompagne de coaching également. Puis c'est là où moi encore, j'interviens. Moi, je suis coach et je travaille avec les leaders, en particulier avec les femmes aujourd'hui, les leadeuses. Je sais que c'est pas forcément un mot qu'on entend souvent et je sais même pas s'il est dans le dictionnaire, mais moi j'aime les appeler les leadeuses pour les différencier. Puis tu me connais, tu sais à quel point moi je tiens les femmes dans mon cœur. Donc moi je travaille avec les leadeuses de demain justement pour qu'elles deviennent ces gestionnaires-là qui vont faire émerger l'innovation avec toutes les belles compétences qu'on a déjà, nous les femmes, parce qu'en plus, on a déjà plein de capacités à ce niveau-là. Absolument. Donc, ça prend une Cécile, finalement, pour arriver à être un meilleur leader. Merci, Cécile. C'est vraiment stimulant de t'entendre parler de ça, puis ça donne envie d'aller vers ce type de gestion aussi. Là. J'espère qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui se disent « Hey, oui, ça allume quelque chose chez moi, puis j'ai envie d'aller creuser ça avec Cécile Arnold. » Oui, j'espère aussi. Puis juste pour donner un petit teaser pour la semaine prochaine, parce que je reviens la semaine prochaine. Oui. La semaine prochaine, là, on a parlé, la semaine dernière et cette semaine, on a parlé beaucoup de théorie, de concepts. Moi, je voudrais qu'on aille maintenant dans des exemples concrets. Donc, on va regarder comment ça s'applique, l'intelligence collective, comment ça se vit dans les organisations. J'ai déjà hâte. Cécile Arnold, merci beaucoup.